François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous nous avez confié lors d'une précédente émission que vous étiez modérément optimiste en ce qui concernait les actions en 2019 et que cet optimisme était tout de même teinté d'une réserve, c'est qu'il ne faudrait pas que les choses dérapent politiquement, que ce soit la guerre commerciale diligentée par l'administration Trump ou le Brexit ou la question du budget italien, oui. Puisqu'on sait que ce sont des questions qui sont toujours pendantes. Bon, on a donc un univers qui s'est complexifié, et au sein de cet univers, on a assisté à des décrochages très brutaux de certains compartiments de la côte et à certaines zones géographiques qui ont plus souffert que d'autres. Du coup, vers lesquels on se tourne en 2019. C'est vraiment une question très très importante parce que les marchés, on l'a vu l'année dernière, se retrouvaient au confluent de deux grandes forces. Une force structurelle qui est là en fait depuis 2007 et que j'appelle l'Amérique prend tout. C'est-à-dire les indices américains qui surperforment tous les autres indices pendant 11 ans. Ça s'est arrêté à l'été 2018, oui. Sous une force qui est à la fois la réflation américaine, le QE, et puis ça s'est terminé l'année dernière avec le plan fiscal. Donc là, il y a un côté de gestion macroéconomique supérieure et plus keynésienne, si on veut, des États-Unis. Mais il y a une partie micro encore plus importante, qui est la partie technologique, les fameux GAFA ou FANG, peu importe comment on les appelle, qui ont dominé le Nasdaq, qui sont la raison principale de la surperformance des indices américains. Et ça, on sent, peut-être que c'est faux, mais moi je sens, mon intuition, c'est que ce côté-là de l'Amérique prend tout. C'est une grande question pour 2019 et mon intuition, c'est qu'on a fait le plus haut de cet effet-là l'été dernier, quand Wall Street caracolait alors que les autres bourses baissaient. Et ça va être très difficile du point de vue microéconomique. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit réduire la portion accordée à la tech américaine et à ces grandes valeurs de technologie américaine dans les portefeuilles? Sachant que tout de même, elles ont des croissances bénéficiaires qui restent bien au-dessus de celles du PIB. Oui. Il y a deux points très importants sur les États-Unis. Des croissances d'activité. Le point très important sur les États-Unis, c'est que la cote américaine est chère en relatif aux autres sur tous les compartiments. Ce n'est pas simplement un effet tech. Donc là, je ne suis pas en train de parler nécessairement de la valorisation. La valorisation de Wall Street est trop chère partout. Deuxièmement, la question centrale de long terme, mais il va falloir trouver quelques éléments et on va en parler tout de suite, c'est la croissance des profits, donc les surprofits de quelques sociétés, 20, une trentaine de sociétés américaines, qui dans tous les domaines de la nouvelle économie sont un peu qu'on appelle les winners take all, ceux qui prennent tout. Eh bien ça, on commence à avoir quelques signes. Par exemple, la maturité du cycle des smartphones, puisque même dans tous les pays émergents, maintenant tout le monde a un smartphone, cette maturité-là commence à produire ses effets. On voit sur Apple, sur Samsung. Et donc là, ça interroge. Il y a toute une économie qui s'est créée autour du smartphone. Je rappelle un point très important. L'Amérique prend tout. Ça a commencé avec la création de l'iPhone. Donc si maintenant... le marché est mature. Voilà, maintenant ce marché mature, il y a vraiment une vraie question sur toute cette économie du smartphone qui découle et ruisselle partout dans le secteur corporate, qui doit attirer notre attention. Il faut être beaucoup plus attentif à cette question désormais. Alors la tech, ce ne sont pas que les smartphones et les semi-conducteurs qui sont liés au smartphone. Oui. Il y a aussi les services. Et là encore, vous restez réservé ? Alors là, tout reste à prouver. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve qu'il y a une maturité du cycle des profits des Google, des Amazon. Ça, c'est clair. Mais on connaît le risque. Le risque, c'est qu'à un moment, le politique commence à venir dire ces surprofits sont insoutenables et ils exagèrent la distribution inégalitaire des profits dans le monde. Et là, c'est à voir. C'est à voir. Donc ça, 2019, il va falloir surveiller. Pour l'instant, pour donner juste un chiffre, les GAFA plus Microsoft, donc moi j'appelle les GAFAM, font 20-25% de croissance de leur chiffre d'affaires par an. Et il n'y a pas de signe de ralentissement, sauf chez Apple.
alors que l'économie mondiale produit 5-6% de croissance des chiffres d'affaires par an. Donc là, il va falloir surveiller, est-ce que 2019, c'est le début de la décélération ou est-ce qu'il y a encore un peu à gratter? Et ça, effectivement, c'est une inconnue du côté des services. Mais alors, si on ne se tourne plus vers la tech américaine aussi résolument qu'avant, on fait quoi? Alors, donc, on a parlé de cette question structurelle, l'Amérique prend tout, qui se traduit par les GAFAM. Et puis, il y a une deuxième force, qui est beaucoup plus cyclique, beaucoup plus traditionnelle, qui est le côté justement cyclique, liquidité. 2018, ça a été, les cycliques se sont écroulés, puisque le ralentissement mondial a commencé, les gens ont eu peur, voilà. Et puis, du coup, il y a eu un moment, du fait de ce retrait, un effet liquidité qu'on a vu sur les petites et moyennes valeurs européennes, qui, alors qu'elles conservaient le leadership des profits, ont vu leur cours baisser de 30-40%, parfois 50-60%, simplement par retrait des investisseurs de ces compartiments. Alors justement, on a un graphique qui apparaît et qui montre bien à quel point les petites et moyennes valeurs surperforment toujours en termes de profit. En termes de profit, il n'y a pas de changement. Mais boursièrement, voilà. Donc là, on est vraiment dans des phénomènes qui sont connus. Tous les gens qui détiennent ou qui s'intéressent aux petites et moyennes valeurs savent qu'en général, une petite moyenne valeur, ça fait mieux avec moins de volatilité que les grandes, sauf à certains moments où là, tout va mal. Et ça, c'est le principe de base. C'est arrivé en 2008, c'est arrivé très brièvement en 2011 et c'est arrivé surtout en 2018. C'est fait. Donc là, maintenant, hors récession, donc ça c'est très important, si on est dans un scénario d'atterrissage en douceur et donc là conditionné à cette accalmie politique, à ce moment-là, on peut revenir sur les petites et moyennes valeurs, se détendre un peu, et avec des primes de liquidité qui seront du coup exagérées. Alors ça, c'est le scénario idéal, mais vous fixez le cap. Mais avant d'atteindre ce cap, ça risque d'être assez heurté. Donc il faut se préparer à pas mal de volatilité sur les petites valeurs, notamment pour les questions de liquidité, non? Si les tensions politiques reviennent, oui. De la même façon, les chiffres économiques américains, dont on suppose qu'ils vont être un peu moins bons, vont créer des peurs qui peuvent effectivement relancer un petit peu les risques de liquidité. Mais je crois vraiment que, hors récession générale, la crise de liquidité des petites et des moyennes valeurs, c'était septembre-décembre 2018. Entre cyclique et défensive. Pareil, gros message, très classique, très classique. Là, on est vraiment dans des choses simples. Cyclique contre défensive, on est à des niveaux vraiment extrêmes de valorisation relative maintenant, qui sont des niveaux quasiment de récession. Si on a un atterrissage de l'économie mondiale en douceur, avec les effets de la baisse des prix du pétrole, des taux d'intérêt toujours très bas, ma préférence va maintenant plutôt au cyclique, forcément. Alors on a balayé... Au sens très général du terme, je précise, parce que tout le monde a une définition différente des cycliques. Moi, ma définition est très large. La bourse est cyclique à 2 tiers. 2 tiers des valeurs boursières sont quand même cycliques. On a balayé un peu les secteurs, d'une certaine façon, et les types de valeurs, de capitalisation, mais géographiquement, puisque vous nous dites, finalement, c'est la fin de l'Amérique prend tout, qui va prendre le reste? Voilà, c'est ça qui est très délicat. Est-ce qu'on peut avoir un discours positif sur les marchés alors que, et c'est mon diagnostic, je pense que Wall Street reste comparativement trop cher. Aujourd'hui, une valeur américaine cotée, et je dis ça va bien au-delà des GAFA, c'est toutes les valeurs américaines. Cela comprend la médiane de tout cet univers. Elles sont 20% plus chères que le reste du monde. La moyenne historique est à 12. Or, je pense qu'on devrait même aller en dessous de la moyenne historique parce que la maturité du cycle est beaucoup plus forte aux États-Unis qu'ailleurs. Donc là, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce qu'on n'est pas au début de la fin de l'optimisme américain? Et là, quid des autres marchés si cet optimisme continue à se dégrader? On reviendrait à votre indicateur. Vous aimez bien l'indicateur Greed and Fear. Là, on aurait de quoi se faire peur. On aurait de quoi se faire peur. Alors, peut-être qu'il peut y avoir, vous savez, ça peut être très compliqué. Il peut y avoir un soulagement à Wall Street pendant quelques semaines. Cet indicateur revient dans sa zone normale et puis rebaisse parce que ce soit cycliquement aux États-Unis ou structurellement, il y a des questions qui se posent qui ne sont pas faciles et dangereuses. Donc c'est là où les choses se compliquent. Mais sur les autres univers, puisque vous me posez la question de où mettre ces billes quelque part, sur les autres univers, je pense que les cycliques, les petites et moyennes valeurs, l'Asie émergente, qui serait le premier bénéficiaire d'un accord commercial que Trump, je crois, désire maintenant pour des raisons électorales, eh bien là, il y a vraiment des choses à faire.
Quand vous mentionnez les petites et moyennes valeurs, François-Xavier, vous faites référence principalement aux petites et moyennes valeurs européennes. Oui, tout à fait. Et j'aimerais qu'on revienne parce que c'est un point qu'on avait abordé, mais pas tout à fait développé dans leur précédente émission, sur la situation en Europe. Oui. Je reviens un peu à la macro, puisque les indicateurs d'activité se dégradent sensiblement. Oui. On peut considérer que les petites et moyennes valeurs, comme les grandes, mais les petites et moyennes valeurs, parce qu'elles sont davantage domestiques que les grandes, risquent d'être fortement pénalisées par la dégradation de l'activité. C'est un point très important et je suis d'accord avec vous sur la surveillance de cette. En particulier, vous avez eu donc un ralentissement très fort des indicateurs cycliques dès le premier trimestre 2018, donc il y a un an, jusqu'à récemment. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu l'effet automobile sur l'économie allemande qui a été très très puissant. Vous avez eu la crise italienne. Et le dernier domino qui pourrait tomber, c'est un Brexit dur qui là nous emmènerait à nouveau. Et là, on pourrait avoir des effets de liquidité à nouveau purement européens. Donc je suis d'accord avec vous, il faut quand même y aller doucement et regarder. Mais la dernière question, c'est celle du Brexit, au fond. Parce que derrière, on a vu les Italiens reculer sur le budget. On voit que sur les questions des Gilets jaunes, on est quand même plutôt en fin de course et que l'économie française devrait au contraire rebondir si cet effet Gilets jaunes s'en va. L'effet automobile qu'on a vu encore en novembre, très très puissant sur la production industrielle allemande en novembre, il est condamné à s'en aller. Et puis l'euro est plus bas qu'il y a un an et le pétrole est plus bas. Donc tous ces effets de base vont être positifs pour la croissance européenne. Et c'est pour ça que je suis plutôt d'accord avec le consensus de prévision qui table sur une stabilisation de l'Europe sur des niveaux de croissance de 0,3, 0,4 par trimestre, c'est-à-dire à peu près 1,5 en rythme sur l'année. Et ça, c'est compatible avec des petites et moyennes valeurs qui font des profits suffisants et une absence de crise de liquidité si le Brexit dur est évité. Alors on est à la fin. Je résume pour être sûr d'avoir bien compris. L'Amérique prend tout, c'est fini. Donc attention à la tech américaine, l'histoire va être plus compliquée, même si on... Et au-delà de la tech même. Et au-delà de la tech, parce qu'on a une question de valorisation des marchés américains, et c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des investisseurs, c'est-à-dire que si Wall Street corrige cet excès de valorisation par rapport au reste du monde, malheureusement nous souffrirons aussi. Nonobstant ces réserves, si on veut croire au soft landing et que le pire n'est jamais sûr, on a des opportunités qui se présentent du côté des petites et moyennes capitalisations qui ont souffert, on peut dire indûment, principalement pour des problèmes de liquidité, au regard de la solidité de leur croissance bénéficiaire. Et l'Asie émergente, qui serait le premier bénéficiaire d'un deal entre les États-Unis et la Chine. François-Xavier, merci. Merci.